Vous écoutez France Culture. Ça rime à quoi? Ça rime à quoi en compagnie de Michel Zink. Pour ouvrir votre histoire poétique des troubadours, Michel Zink, aux éditions Perrin, vous avez choisi deux vers. Deux vers qui parlent de grand amour, deux vers en amont de près de 400 pages. De qui sont-ils et que disent-ils? Alors, ce sont deux vers non pas véritablement d'un troubadour, mais d'un de leurs héritiers, Ozias March, qui est un poète catalan du XVe siècle, qui, s'il n'était pas catalan et s'il n'écrivait pas en catalan, serait considéré comme un des grands poètes européens. Et ces vers disent, dans ma traduction, mais qui est assez littérale, du temps passé, je suis en grand amour, amour de rien, puisque tout est fini. Et c'est là, c'est tout au début de son chansonnier où il dit comme celui qui trouve son plaisir dans le songe et ce plaisir lui vient d'une folle pensée. Enfin, ça laisse entendre que c'est un rêve érotique. Ainsi de moi, car le passé me tient l'imaginaire, si bien que rien d'autre n'y habite. Du temps passé, je suis en grand amour, etc. C'est de ces rêves que vous avez fait toute votre vie? Et alors, non, le rêve érotique, c'était une explication excessive. Mais les Liée aux troubadours sont pleins de rêves. les troubadours, oui. C'est-à-dire, bon, je ne veux pas dire que je suis tourné uniquement vers le passé. Enfin, ça a tout de suite quelque chose qui est sévèrement jugé. Mais enfin, mon domaine est la littérature du Moyen-Âge. Je me suis tourné vers la littérature du Moyen-Âge. Se tourner vers la littérature du Moyen-Âge, c'est se tourner vers le passé. Je me suis tourné vers ce passé non pas pour me fuir moi-même ou pour fuir le présent, mais justement parce que le goût qui était le mien dans ma jeunesse, quand j'ai choisi cette direction, pour la poésie de mon temps, pour la littérature en train de se faire, m'a poussé à me tourner vers ce qu'il y avait de plus loin dans notre littérature pour créer une sorte de va-et-vient enrichissant. C'est ainsi au moins que dans ma naïveté juvénile, je le voyais. Et Comme les puis, troubadours qui aussi comme les, parlent trou- toujours d'un amour au loin. comme les troubadours, et oui, d'un amour au loin, puis ce que on vit vraiment, ce qu'on recrée en soi-même, puisqu'on vit bien à travers ce qu'on sent. Donc finalement, je me suis résigné à être un homme du passé, et comme quand on me demande ce que je fais dans la vie, et que je dis que je m'occupe de littérature du Moyen-Âge, ou de poésie du Moyen-Âge, je suscite des sourires indulgents, etc., eh bien, j'assume ces sourires indulgents. Qu'est-ce qu'un troubadour, Michel Zink? Puisqu'il est bon de le rappeler, aujourd'hui que le mot a tant baroudé depuis des siècles. Et voilà, alors, un troubadour, le mot troubadour désigne des poètes de Languedoc, dont les plus anciens ont écrit ou ont composé à la charnière du XIe et du XIIe siècle, et dont la grande époque s'étend jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Et ces poètes nous ont laissé les plus anciens poèmes intégralement conservés dans les langues modernes de l'Europe, en langue romane, en l'occurrence en Languedoc, et les plus anciens poèmes d'amour. Nous avons des fragments légèrement antérieurs, mais ce sont les premiers. Or, non seulement ce sont les plus anciens poèmes conservés, mais en même temps, ils ont créé, peut-on dire, à la fois une conception de la poésie et une conception de l'amour largement originales l'une et l'autre, dont nous vivons encore, ou au moins dont notre civilisation a vécu jusqu'au bouleversement qu'elle connaît dans le domaine de la sensibilité et des mœurs, presque sous nos yeux. Il y a la langue d'oc, mais il y a aussi la langue d'oï, et celle de Oui, Dante, la langue de si, de si, qui en voilà. fait veut dire oui.
C'est la façon de dire oui dans chacune des trois langues, et c'est ainsi que Dante, dans le De Vulgari Eloquentia, distingue les trois principales langues vulgaires ou langues vernaculaires de son temps, au moins dans le domaine des langues romanes, des langues issues du latin parlé dans le sud de l'Europe. Ces langues ont connu un développement littéraire, inégal. Je veux dire qu'elles ne se sont pas développées poétiquement et littérairement au même moment. La langue d'oc a commencé pour la poésie d'amour, et encore à l'époque de Dante, son maître Brunet Latin disait aux Italiens que s'ils voulaient composer des poèmes d'amour, il fallait les composer en langue d'oc. Ce que les Italiens faisaient. Dante a été un des premiers à écrire en italien. Et puis, dans le domaine de la poésie d'amour, les autres langues ont suivi. Certains ont écrit justement en langue d'oc. Les Catalans, par exemple, ont écrit longtemps en langue d'oc. D'autres ont transposé dans leur langue. Par exemple, en français, les troubadours se disent les trouvères. C'est sur le verbe trouver. Trobar en langue d'oc, trobador. Trouver en français, trouvère. Et puis les Allemands, eux, se sont appelés Minnesänger, les chanteurs d'amour. Mais c'est la même tradition qui, partie des pays de Languedoc, a essaimé dans toute l'Europe. Au contraire, par exemple, pour les chansons de geste, le berceau est plutôt en langue d'Oïl. Enfin, ça varie pour les formes littéraires. Vous êtes un passionné de la littérature médiévale, Michel Zink, mais aussi de la langue tout entière, de la Renaissance jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui, dans ce parler-là des XIIe et XIIIe siècles, vous fascine tellement ? Est-ce parce que c'est là une forme d'amour qui est née et qui est aussi liée à une manière lyrique de vivre et de dire ses sentiments ? Oui, alors il y a, c'est le moment où l'amour est devenu la grande affaire de la poésie. Ce qui n'était pas le cas dans l'Antiquité. Les grands genres, c'est la tragédie et l'épopée. Il y a bien une poésie élégiaque ou érotique, mais c'est un genre mineur. C'est le Moyen-Âge qui a mis l'amour au centre de la poésie. Pour ce qui est de la langue elle-même, cette langue présente à mes yeux, aussi bien en langue d'oc qu'en langue d'Oïl, dans les autres langues romanes, un charme particulier, mais c'est un charme, évidemment, qui est anachronique, si je puis dire. Nous goûtons cette langue que nous avons un peu de mal à comprendre, qui dit tellement, qui est si vieille et si proche. Évidemment qu'à l'époque où c'était la langue contemporaine, ces aspects n'apparaissaient pas. Mais il y a quelque chose de particulier dans la poésie des troubadours, et quelque chose qui est tout à fait délibéré et qui est extrêmement fascinant. C'est que les troubadours ont le sentiment ou considèrent que l'amour est un sentiment essentiellement contradictoire. C'est à la fois une exaltation et une dépression. C'est une joie et une souffrance. L'amour, c'est le désir va vers son assouvissement, mais redoute d'être assouvi, parce qu'assouvi, il disparaîtra comme désir. Donc l'amour est en lui-même quelque chose de contradictoire. Pour le dire, ils ont d'une part un mot, qui est le mot « joy », qui est probablement issu du mélange de joie et de jeu, et qui n'est pas le mot « joie » lui-même, qui est « joya » féminin, là c'est un mot masculin, et le « joy » désigne précisément cette sorte d'exaltation douloureuse de l'amour. Par exemple, le troubadour Geoffrey Rudel dit « Je suis dans l'angoisse, dans la veille et dans les songes qu'apporte le sommeil. C'est alors que mon joy est merveilleux. » Alors, pour rendre compte de cette contradiction, ils n'avaient pas seulement un mot. Ils avaient la conviction que le meilleur amoureux, c'est-à-dire l'amoureux le plus entier, le plus fidèle, le plus dévoué à sa dame, est aussi le meilleur poète. Et que si on est bon poète, c'est le signe qu'on est un bon amoureux, n'est-ce pas ? Il ne conservait que la sincérité en amour et en poésie. Et du coup, il considérait que le langage de la poésie doit ressembler à ce qu'est l'amour. Comment un langage peut-il ressembler à un sentiment ? Eh bien, comme l'amour est contradictoire, il faut que le langage de la poésie, à leurs yeux, ait quelque chose de tendu, de difficile, de contradictoire lui aussi. Ils cultivent tout ce que Malherbe condamnera, les groupes de monosyllabes, les groupes de consonnes un peu rugueuses, une syntaxe un peu compliquée, des aplologies, des ruptures, des sauts sémantiques, en somme. Et avec tout cela, il crée cette poésie qui est à
la fois limpide et exigeante, qui a une sorte de simplicité, mais en même temps qu'on n'épuise jamais. Il y a toujours quelque chose d'obscur au centre, et c'est quelque chose qui me ravit. En fait, l'amour courtois est très violent, Michel Zinc. Oui, mais l'amour est violent, hein, courtois ou pas courtois. Alors, nous disons l'amour courtois, expression qu'on ne trouve guère au Moyen-Âge, pratiquement pas, qui a été inventée par mon illustre prédécesseur au Collège de France, Gaston Paris. À l'époque, les troubadours disent la fine amor, l'amour fine, mais fin au sens de l'or fin, l'or épuré par le feu. Donc il faut passer par cette douleur du feu qui vous arrache à vous-même, qui vous épure, pour pouvoir atteindre l'amour. Mais l'amour est aussi violent parce que les troubadours sont très sensibles, comme tous les amants, à la jalousie, mais à une forme particulière de la jalousie qui est la jalousie de la jouissance de l'autre. Et il y a souvent dans leur poésie quelque chose de réellement violent, d'extrêmement douloureux, dans une sorte d'atmosphère d'une humiliation insupportable ou d'une imagination insupportable, à la fois brûlante et insupportable, et quelque chose à quoi nous ne sommes pas toujours sensibles directement en les lisant, parce que tantôt nous trouvons c'est tellement compliqué qu'on ne voit pas bien. Quelquefois, au contraire, ça nous paraît tellement banal qu'on ne fait pas attention. Mais les contemporains y étaient très sensibles, et dans les histoires qu'ils ont inventées autour des troubadours, cela joue un grand rôle. La poésie procure l'expérience d'une reconnaissance de soi-même en l'autre. Que cette reconnaissance ait lieu malgré l'éloignement dans le temps ou la différence de civilisation, et voilà qu'elle est encore plus saisissante. C'est ce que vous écrivez, Michel Zinc, dans cette ouverture au troubadour, une histoire poétique. Ce titre-là est lui aussi ambigu, puisqu'il ne s'agit pas forcément de réduire l'histoire des troubadours à leurs poèmes, mais c'est de partir des poèmes, comme lorsqu'on écrivait une histoire poétique de Charlemagne, c'était pas Charlemagne au travers de son histoire, mais les poèmes qui ont loué Charlemagne. Voilà, alors c'est justement Gaston Paris qui a écrit une histoire poétique de Charlemagne, et ce qu'il appelle histoire poétique de Charlemagne, c'est d'étudier non pas le personnage historique, mais ce qu'en ont fait les poèmes, et d'étudier les poèmes qui en ont parlé. Dans mon histoire poétique des troubadours, c'est un peu cela, mais c'est aussi autre chose, et à quoi je faisais allusion, mais justement de façon trop allusive il y a un instant. C'est que ces chansons, ce sont des chansons. Ces chansons des troubadours ont circulé d'abord oralement ou sur des petits bouts de parchemin, etc. Et ont été rassemblées dans des manuscrits sans lesquels nous ne les connaîtrions pas naturellement assez tardivement. C'est-à-dire que les premiers troubadours, donc c'est le tout début du XIIe siècle, et les manuscrits sont de la fin du XIIIe ou de la première moitié du XIVe siècle. La plupart de ces manuscrits ont d'ailleurs été copiés en Italie du Nord, donc chez des gens dont le languedoc n'était pas la langue maternelle et qui avaient cette sorte de fascination pour cette poésie et d'application à l'étudier. Donc ils ont fait ça consciencieusement. Ils ont composé des anthologies. Ces manuscrits, on appelle des chansonniers, qui sont des anthologies des troubadours. Et pour chaque troubadour, il y a un choix de ses poèmes, il y a une petite miniature qui le représente, mais qui ne prétend pas être fidèle. Et puis, très souvent, il y a un récit de sa vie, copié à l'encre rouge. Et quelquefois, pour certains poèmes, une explication des circonstances dans lesquelles le poème a été composé. Et cela, ça constitue une histoire poétique des troubadours, car il y a bien un fond de vrai. Ils savent généralement quelle est l'origine géographique et quelle est l'origine sociale du troubadour. Quand on peut vérifier, ils ne se trompent guère. Pour le reste, ils inventent, et ils inventent à partir des poèmes. Et ils écrivent ainsi une sorte de roman des troubadours, mais qui est un roman poétique parce que c'est une sorte de commentaire sous la forme d'un récit. Là où nous ferions une sorte d'explication de texte abstraite et ennuyeuse, eux, ils racontent et le récit a un sens. Ces récits ont été souvent méprisés par mes collègues ou par les philologues qui m'ont précédé parce que justement, ils donnent des renseignements erronés. Mais c'est ce qui fait leur richesse. Ils donnent une vérité beaucoup plus profonde sur ces poèmes. J'ai essayé dans ce livre de mêler les citations, je cite beaucoup pour donner, dans le texte, avec la traduction, les citations des poèmes,
les citations de ces vidas, de ces vies et de ces rasos. Rasos, c'est rationes, la raison, pas les textes qui rendent raison des poèmes. Et il me semble que le tout imbriquait, comme dans les manuscrits, un sens comme matière poétique, en somme. Même pour vous, après cette longue fréquentation de cette langue, qui est presque une langue maternelle désormais après tout ce temps-là. Oh, hélas, non, mais enfin, non. Cela demande quand même un effort de compréhension Oui, qui réajoute au charme encore. Oui, c'est-à-dire que les textes en prose de temps en temps, il y a une petite difficulté, mais enfin, sont faciles. Mais les poèmes des troubadours sont souvent difficiles. D'abord parce que, comme je le disais, la syntaxe est compliquée, parce qu'ils sont souvent écrits de façon tourmentée, et aussi parce que ils sont allusifs, et que naturellement, nous ne pouvons pas percer toutes les allusions, parce qu'ils emploient quelquefois des mots dans un sens un peu détourné. Ils semblent utiliser des mots régionaux qu'ils mettent en exergue, entre guillemets, mais pour nous, les guillemets ont disparu. Enfin, il y a toutes sortes d'effets qui sont très difficiles à percevoir. On en prend un alors, puisque cette histoire poétique des troubadours, Michel Zink, place la lecture du poème au cœur du plaisir. Eisi comme celle qui nos somnis delite, et son delite de fol pensament ve, n'en prenne a mi, quel temps passat mette l'imaginar, qu'altre ben y habite, de temps passat mettre mon grand amour, amant tendresse, peut se trop finite. Tel celui qui trouve en rêve son plaisir, et ce plaisir d'une folle pensée lui vient ainsi de moi. Le temps passé me tient l'imaginaire, rien d'autre n'y habite. Du temps passé, je suis en grand amour, amour de rien, puisque tout est fini. Ces poèmes-là étaient forcément chantés ? Celui-là, non. Justement, c'est ça la différence. Celui-là, non. À mesure que le Moyen-Âge passe, il y a un changement dans la relation entre la musique et la poésie. Et à partir, déjà au XIIIe siècle, la poésie n'est pas toujours chantée. Chez les troubadours, oui, les poèmes des troubadours sont toujours chantés. Soit par eux, soit par d'autres. Oui, voilà. Alors, ou bien le troubadour chantait lui-même, ou bien s'il en avait les moyens, il avait un jongleur à son service qui chantait ses poèmes, ou bien des jongleurs allaient chanter les poètes des troubadours comme ça. Et il devait composer les paroles et la musique. Par exemple, il y a un poème célèbre de Marcabru, qui est un très grand poète, amer et compliqué, qui commence en latin « Pax in nomine Domini, fat Marcabrus los mots elso, auiats gedit, comme nos affaires per sa douceur, los Seigneurus celestiaos, probes de nos lavador. Pax in nomine Domini, paix au nom du Seigneur. Marcabru a composé les mots et la mélodie. Écoutez ce qu'il dit, comment, dans sa douceur, le Seigneur, roi du ciel, nous a fait près de nous un lavoir, etc. C'est une chanson faite de croisade pour la reconquête de l'Espagne. Pour n'est pas la peine d'aller en Terre Sainte, on peut battre ici. Mais il précise qu'il a fait les mots et les mélodies, les mots et la mélodie, et ils devaient tous faire comme cela. Mais il y a, me semble, peut-être que les musicologues trouveraient que ce que je dis est scandaleux, mais il me semble qu'il y a tout de même une différence entre les paroles et la musique. C'est-à-dire que les mélodies sont des mélodies modales, assez proches du grégorien, qui peuvent être très belles, qui ont des effets très touchants, qui ne sont pas musicalement extraordinairement évoluées. C'est une des monodies, et qui sont moins évoluées musicalement que les poèmes ne le sont poétiquement. Alors qu'en France du Nord, l'organum, vers la même époque, est très évolué. On voit, quand on lit justement les Vidas des troubadours, que la mélodie, c'est l'interprétation du poème. Mais, par exemple, on dit d'un poète, non pas il était mauvais musicien, mais il avait une vilaine voix. Comme si le fait qu'il ait mal chanté, c'était ça le défaut. Dans les manuscrits, d'abord, beaucoup de manuscrits, même très soignés, ne conservent pas ces mélodies, contrairement aux manuscrits des Trouvères dans le Nord, qui les conservent beaucoup plus systématiquement. On constate souvent, alors que le texte est conservé avec une grande stabilité, enfin il est variante, mais une assez grande stabilité d'un manuscrit à l'autre, pour les mélodies, il y a souvent des variantes importantes, comme si on les avait chantées à peu près sur cette heure-là, mais enfin, on pouvait se permettre des improvisations. De sorte qu'on dit toujours, et c'est vrai, que lorsqu'on parle des troubadours, on ne prend pas assez en compte la musique. Mon livre tombe dans ce défaut, je le reconnais, mais en même temps, je ne crois pas qu'on ait vraiment la clé des troubadours à travers la musique. Ce sont vraiment des poètes.
Et à partir de quel moment, Michel Zinc, la poésie se libère de la musique Alors, qui accompagne? dans le courant du XIIIe siècle, mais voyez, au début du XIVe siècle, Guillaume de Machaut est encore à la fois musicien et poète. C'est un grand musicien, d'ailleurs, en même temps qu'un grand poète. Mais ses successeurs immédiats, Froissart, qui est poète en même temps que chroniqueur, et Eustache Deschamps, dont on dit que c'était le neveu de Machaut, ne composent plus les mélodies et leurs poèmes sont faits pour être récités. Et je crois que la séparation entre les deux a tenu en partie au progrès de la musique, et en particulier au développement de la polyphonie. Parce que le développement de la polyphonie a eu pour conséquence, d'une part, que pour composer de la musique, il fallait vraiment être un spécialiste, et d'autre part, que la polyphonie étouffait la poésie. On ne comprenait plus le texte. Ces monodies qui avaient mis le poème en valeur n'existaient plus, et la polyphonie l'étouffait, le poème. On se fait le plaisir, Michel Zinc, de citer quelques noms et de raconter alors, puisque c'est une histoire poétique des troubadours. Vous avez évoqué tout à l'heure Geoffrey Rudel, avec un accent démoniaque. Ah oui, alors Geoffrey Rudel, c'est celui dont l'histoire est la plus connue, n'est-ce pas? Et donc nous savons, il a existé, il était effectivement seigneur de Blaye, et il est effectivement allé probablement en Terre Sainte, car on a un poème d'un autre troubadour adressé à Geoffrey Rudel, Oltramar, Outre-mer. Mais sa vida, très courte, est la suivante, il y a eu un succès prodigieux. Geoffrey Rudel de Blaye était de haute naissance, prince de Blaye. Il tomba amoureux de la comtesse de Tripoli sans la voir, pour le bien qu'il en entendait dire aux pèlerins qui revenaient d'Antioche, Tripoli du Liban. Et il fit sur elle de nombreux poèmes, avec de belles mélodies et de pauvres paroles. Et il se croisa, il partit pour la croisade, pour la rejoindre, et il tomba malade sur le navire, et on le débarqua pour mort à Tripoli dans une auberge. Et on prévint la comtesse qu'il était là, et elle vint à son chevet, le prit entre ses bras, et il recouvra l'ouïe et le sentir. Il remercia Dieu de l'avoir laissé vivre jusque-là, et ainsi il mourut entre ses bras. Et elle le fit ensevelir à grand honneur dans la maison du Temple, le couvent des Templiers, et le jour même, elle se fit nonne pour la douleur qu'elle eut de sa mort. En aquel dia, ya se rendet morga per dolor que ya acte la mort de lui. Nous avons 6 poèmes de Geoffrey Rudel, encore un d'attribution incertaine. Là-dessus, il y en a 3 où il parle d'un amour lointain, d'un amour de loin, amor d'Elogne, amor de terra lontana, de terre lointaine. Et puis il dit qu'il voudrait être vu, qu'elle put contempler sa couverture de pèlerin et son bâton de pèlerin. Il voudrait pour elle être appelé captif au pays des Sarrasins. Et donc, à partir de ces 3 poèmes, la Vida a inventé cette histoire. À son époque, il n'y avait pas de comtesse de Tripoli, on n'arrive pas, rien ne colle. Dans un autre poème, il dit « Ouh là là, je suis mieux tranquille chez moi au coin de mon feu » quand on nous a surpris tous les deux tout nus sous la couverture. Donc, il n'avait pas seulement un amour de loin. Donc ça a eu un grand succès au Moyen-Âge déjà. Et puis, il y a un poème allemand de Uhland en 1814, de Heine en 1851. Il y a une pièce d'ailleurs très mauvaise d'Edmond Rostand. Il y a eu récemment un opéra dont le livret est écrit par mon illustre confrère d'Académie française, Amin Malouf. C'est une légende qui a eu un immense succès et qui repose là-dessus. Et quand on lit les poèmes de Geoffrey Rudel, ces poèmes de l'amour lointain, eh bien, on voit bien pourquoi sont des poèmes rêveurs qui ont l'air, eux, alors pas compliqués du tout, absolument limpides. Et quand on essaye d'entrer dans cette limpidité, en fait, on ne voit pas très bien. Il y a quelque chose d'un peu brumeux. Le plus célèbre, on pourrait même le chanter, c'est Lankani Johnson, Longhand Mai, mais best au chance d'au seist de l'on, et quand je suis parti de l'air, même bram d'une mort de l'ogne, vau de talan, en bronze clis, c'est que chance de fleurs d'alvépis, non place plus que l'hiver gelats. Quand les jours sont longs en mai, je me plais au chant des oiseaux lointains, et quand je suis parti de là, on ne sait pas trop ce que ça peut vouloir dire. Ce vers-là est compliqué. Vous dites que vous n'êtes pas content de la traduction, Michel Zinc. Oui, on traduit toujours comme ça, mais c'est plutôt quand je me suis séparé, puisque, pas quand c'est puisque je me suis séparé de là-bas, il me souvient d'un amour de loin, puisque je ne suis plus près de cet amour. Je vais triste, les yeux baissés, le front bas, si bien que chant d'oiseau ni fleur d'aubépine ne me plaisent plus que l'hiver glacial. Mais
on traduit comme cela parce que si ça veut dire « puisque je me suis séparé de là », ça veut dire qu'en fait, il l'a déjà vu, son amour lointain. Donc ça dément la vie d'Anne. Si on veut garder la cohérence, il vaut mieux faire le contresens si c'en est un. On ne sait pas trop, tout est, je vous dis, tout est à la fois transparent et opaque dans ce poème. Rimbaud d'Orange, par exemple ? Alors, oui, Rimbaud d'Orange, lui aussi est peut-être le plus grand maître du Trobarclus. C'était un grand seigneur, donc seigneur d'Orange. Il était ruiné, mais enfin, il était de très grande famille. Il est mort jeune. Alors oui, dans le cas de Rimbaud d'Orange, enfin, j'en cite un qui est très, très connu, la chanson de la fleur inverse. Et cela montre comment procédaient ces troubadours, parce que ils allaient de château en château. C'était une société étendue géographiquement sur de l'Auvergne aux Pyrénées, du Limousin à la Provence, mais ils se connaissaient tous, ils connaissaient leurs poèmes, et on a l'impression qu'il n'y a pas un seul poème de troubadour qui ne réponde à un autre poème, qui le confirme, qui le démente, qui le reprenne avec des variations, avec des raffinements. Bon. Ces chansons des troubadours commencent presque toujours par une strophe printanière, comme nous disons. C'est le printemps, c'est la saison des nids, les petites fleurs, l'herbe pousse, etc. Les oiseaux chantent, et moi je suis à l'unisson parce que je suis amoureux, et moi je suis le seul à être exclu de Chabon. Enfin, je dis de façon ridicule, en fait c'est des strophes extrêmement émouvantes. Et quelquefois, par contre-pied, c'est une strophe automnale ou hivernale. Il fait froid, la neige couvre la terre, et moi j'ai chaud au cœur, etc. Il y avait une chanson particulièrement connue d'un troubadour, qui est peut-être le plus connu de tous, Bernard de Ventadour, qui est sur ce thème. J'ai le cœur si plein de joie que cette joie dénature tout pour moi, me change la nature. J'ai l'impression que la neige et le givre, ce sont des fleurs jaunes, rouges, etc. Bon. Rimbaud d'Orange a repris ce même thème, mais avec un raffinement, une complication beaucoup plus grand. Aresplan la flor s'enversa, se roc trencans se sortertres, cal flors, neus cangapis, etc. Bon. Donc, je le dis mal, c'est peut-être pas tout à fait exact, mais on sent donc cette rugosité et ce qu'il y a, alors dans le sens, je traduis, d'énigmatique. Voici que resplendit la fleur inverse sur les rocs tranchants et sur les tertres. Quelle fleur! La neige, le givre, les congères d'une certaine façon, etc., et qui fait que se taisent les oiseaux. Mais enfin, le tout est dit d'une façon uniquement monosyllabe, toujours comme avec ces grappes de consonnes, d'une façon comme torturée. Et c'est ainsi que Rimbaud d'Orange rend, là encore, cette tension de l'amoureux dans le froid, que ça veut dire, c'est l'amoureux qui n'est pas aimé, qui n'est pas payé de retour, qui n'est pas aimé ou qui devine qu'il n'est pas aimé, qui essaye ou qui aime malgré tout et qui dit non, j'aime quand même, je n'ai pas froid, je pourrais me promener tout nu dans la neige comme dit Bernard de Ventadour, et puis à la fin de la chanson il reconnaît que non, c'est pas possible, qu'est-ce que ça peut te faire si je t'aime, et alors ils essayent de tenir ça, mais c'est une position tellement difficile que la fin de la chanson est pour dire « ben non, je peux pas continuer comme ça, il faut que je le dise, je suis horriblement malheureux ». Et c'est la fin de la chanson. Et Rimbaud d'Orange essaye justement de rendre, dans cette tension du langage, la difficulté de cette attitude, ou le volontarisme de cette attitude. L'histoire poétique des troubadours de Michel Zinc est aux éditions Perrin. Ça rime à quoi 24h sur 24 sur franceculture.fr pour réécouter durant 1000 jours et nuits et télécharger librement le temps d'une année entière. Ça rime à quoi Pierre Mine, Valérie Lavalard, Sylvia Favre, Patrick Molinier, Sophie Nolot. Changement de décor dès 20h30 sur France Culture, place au théâtre avec Joël Gaillot.